Le Togo, 54 ans après l'indépendance, peut retenir des infrastructures. Elles ont connu un développement assez relatif dans le temps, mais leur essor est fulgurant ces dernières années face à la politique des grands chantiers engagés par le gouvernement. Plus rien ne sera comme avant sur les routes, promettent les forces de sécurité. Elles entendent faire respecter le code de la route par les usagers pour éviter les accidents de la circulation. Deuxième jour du pagne en fête à Lomé. L'attraction ce mercredi, ce sont les tresses, éléments d'esthétique qui accompagnent les modèles cousus avec les pagnes pour faire de la femme africaine une femme belle. Bienvenue pour cette édition. Une réunion technique a mobilisé ce matin autour du Premier ministre Artem Ahomezounou et ses collaborateurs, le comité de coordination du syndicat national des douanes, celui de l'Union syndicale des agents du fisc, puis les responsables de l'Office togolais des recettes. Les discussions ont porté sur le fonctionnement de cet office, notamment le redéploiement du personnel. Le ministre Ayassor s'est exprimé à l'issue de la rencontre. Propos recueillis par Nathalie Paneke. Nous nous sommes retrouvés ce matin autour du Premier ministre pour parler de la poursuite de la mise en place des organes de l'Office togolais des recettes. Et nous avons beaucoup plus parlé du redéploiement du personnel. Les agents des deux régies voulaient savoir précisément comment est-ce que ça allait se faire. Donc nous les avons assez édifiés là-dessus pour leur dire qu'après le recrutement du commissaire général, des commissaires, puis des directeurs et bientôt des chefs de division, nous allons procéder au redéploiement interne à l'Office togolais des recettes du reste du personnel. Pour ce faire, nous avons fait circuler un imprimé demandant à chacun de nous donner des renseignements sur son profil pour permettre au commissaire général, au commissaire et au directeur de mieux procéder à leur redéploiement à l'interne. Donc pour ce faire, chacun aura la possibilité de retenir 3 postes. Et c'est sur chacun des postes que les agents seront jugés. Donc sachez tout simplement qu'il y aura un redéploiement interne à l'Office togolais des recettes de tous les agents. Et en ce qui concerne les contractuels, sachez que les deux régies emploient aujourd'hui des contractuels qui font environ 800 personnes. Donc dans le cadre du déploiement du personnel, nous avons donné l'occasion à ces agents contractuels de pouvoir postuler aux postes qui ont été ouverts, à savoir les postes de direction, les postes de chef de division. Et nous leur donnerons aussi l'opportunité de pouvoir être redéployés en fonction de leur profil. Parce que vous savez, nous avons fait élaborer les profils de postes et les gens seront affectés à ces postes en fonction de ces profils. Et c'est pour cette raison que nous cherchons à savoir précisément qui est qui. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Le processus évolue et certains agents n'avaient pas très bien compris de quoi il était question. Nous avons profité de cette séance-là pour leur expliquer et les édifier davantage là-dessus. Et ils sont sortis satisfaits de ce qu'ils ont entendu. Ensuite, ce fut le tour d'une délégation de Africa Type, une association africaine spécialisée dans les travaux d'infrastructures publiques, d'être reçue par le chef du gouvernement togolais, Nathalie Paneke, a également recueilli les propos du chef de délégation. Nous sommes venus les remercier de l'accueil qui nous a été réservé, solliciter ses conseils et lui faire un peu part des résultats que notre association a obtenus. Nous pensons qu'il faut faire confiance à Africa Type pour développer davantage et faire en sorte qu'il joue un rôle prépondérant dans le développement de nos États. Et nous avons bénéficié des sages conseils de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que nous remercions une fois de plus pour nous avoir accordé une partie importante de son temps très précieux. Africa Type se réjouit d'être intéressé dans la mise en œuvre des infrastructures au Togo. Moi, je suis venu il y a quelques années ici à Lomé. Aujourd'hui, en faisant un tour à Lomé, je me rends compte de l'impact que notre concert AGETUR Togo a pu apporter au changement radical du visage de Lomé. Parce qu'en son temps, quand j'étais là, j'ai pu visiter certains chantiers qui sont aujourd'hui terminés. Et l'important, c'est qu'on sache aujourd'hui que ce sont des bureaux d'études et des entreprises togolaises qui ont contribué à la mise en œuvre de ces infrastructures. Et leur entretien
ne posera aucun problème, parce que le savoir-faire à la maison. Le Togo s'apprête à célébrer le 54e anniversaire de son indépendance, l'occasion de faire un clin d'œil à la ville de Lomé qui offre un décor de plus en plus attrayant à cause de la rénovation des infrastructures, surtout routières, qui s'est accentuée ces derniers temps. Prudence Issou nous fait remonter le temps dans le sujet que voici. Il nous parle du développement de ces infrastructures au Togo depuis l'indépendance en 1960. Le Togo, l'un des tout premiers États africains devenu indépendant en 1960, a amorcé son développement par la mise en place d'infrastructures, surtout celles qui devraient accueillir la grande fête de l'indépendance. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont entraîné la proclamation en différé de 2 ans de son accession à la souveraineté internationale. Plus de 5 décennies après, certaines de ces constructions sont encore visibles malgré leur dégradation. D'autres ont été carrément rénovées. Aujourd'hui, avec la politique de construction et de réhabilitation des réseaux routiers entreprise par le gouvernement, les principales villes du Togo, dont principalement Lomé la capitale, présentent des images de plus en plus attrayantes. Ces aménagements contribuent à la fluidité de la circulation dans la ville. Cette politique prend également en compte la construction des infrastructures communautaires, sociales et économiques telles que les marchés, les centres de loisirs, les centres médicaux. En 2013, 530 km de routes ont été réhabilités à travers tout le pays. D'autres sont en cours. Il s'agit entre autres des contournements de la faille d'Alédio et celle de Défalé, ainsi que le grand contournement de Lomé pour désengorger le port autonome de Lomé. De plus, une nouvelle aérogare aux normes modernes est en construction. Elle sera opérationnelle dans quelques mois. De même, le port autonome de Lomé est en pleine extension avec le 3e quai. Le réseau ferroviaire est également en pleine rénovation avec le projet d'une nouvelle voie intra-régionale entre le Togo et ses voisins. Pour cette année 2014, l'État togolais investira 410 milliards de francs CFA dans les infrastructures routières. Spécifiquement dans la préfecture du Golfe, qui englobe surtout Lomé la capitale et ses périphéries, l'ouverture de nouvelles voies est envisagée pour désenclaver certains milieux difficiles d'accès et leur offrir également, ce faisant, des opportunités de développement. À cet effet, la délégation spéciale de la préfecture a parcouru plusieurs contrées pour expliquer le projet aux populations concernées afin de recueillir leur adhésion. Sonia, Aménico, Albertine, Yakin. Le processus d'information et de sensibilisation sur l'ouverture de nouvelles voies s'est poursuivi avec les populations des cantons de Zanguera, d'Aflao-Gakli, de Vakosito et de Baguida. Le président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe a présenté le bien fondé de cette politique d'urbanisation et de réalisation des infrastructures aux garants des us et coutumes de ces différentes localités. Pour qu'un milieu se développe, il faut qu'on ait des rues, des marchés, des infrastructures. Donc il faut que la délégation spéciale nous aide pour que notre canton soit viable. Le canton de Zanguera est composé de 19 villages. Quand nous avons reçu la note du président de la délégation, nous avons rassemblé tous les 19 villages. Parce qu'on ne peut pas faire tout en même temps. Donc nous avons au moins choisi au moins 4 villages. Et les 4 villages-là sont eux qui ont choisi les voies. Donc il n'y a pas de problème. Ça a démarré à la base. Le canton d'Aflao-Gakli se place également dans cette dynamique de développement de la grande ville de Lomé. Il y a des voies qui sont prévues à être ouvertes pour desservir les villages, les villes, pour que le développement puisse aller d'une façon harmonieuse. Les responsables de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe ont apprécié la collaboration des habitants. Ces derniers se sont engagés à s'investir dans la mise en œuvre des projets de développement en cours. Il s'agit d'apporter le développement dans tous les coins du pays, des voies à ouvrir, des voies qui sont prévues dans notre budget et qui sont aussi prévus dans le schéma de la ville de Lomé. Le Togo, notre pays, est
également membre de l'UMOA. Les voies qui sont prévues par l'UMOA ont des dimensions bien déterminées. On ne peut pas prévoir une voie de 50 mètres et qu'après demain, on vienne voir 20 mètres. Nous devons faire des efforts pour prévenir, pour surveiller ces voies-là, afin que nous puissions aussi être dans les normes de l'UMOA. Entreprise depuis 2002, l'ouverture de nouvelles voies par la délégation spéciale a connu des avancées. Ceci a permis aux autorités d'entreprendre un peu partout des travaux de construction des routes. La route se développe certes, mais elle peut tuer si l'on y prend garde. Ce n'est plus un secret pour personne. Pour le seul premier trimestre de cette année, on dénombre déjà près de 300 victimes pour cause d'accidents. Conséquence, les autorités ont annoncé le retour en force des contrôles routiers par les agents de sécurité. Ceux-ci progressivement sensibilisent d'abord les usagers sur le respect du code de la route, puis suivra la phase de la répression. Rachel Aoukou. Après la sensibilisation médiatisée sur le port du casque, la ceinture de sécurité et l'interdiction du téléphone au volant, les forces de l'ordre passent à l'étape suivante, la sensibilisation sur la route. Quand vous voulez sortir de la maison là, portez le casque. C'est votre sécurité. Quand on est sorti sur le terrain là, ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont pas porté le casque, on les demande, ils disent qu'ils ont laissé à la maison, d'autres disent qu'ils n'ont pas acheté, c'est gâté. On les dit avec bon, ils n'ont pas fait tout et tout, avant le casque demain. Le constat est là. Les usagers renouent avec de nouvelles mesures de sécurité. Certains ignorent encore ces dispositions, tandis que d'autres essaient de s'y conformer. Quand je passais le matin, j'ai eu beaucoup de militaires et je me suis dit que ça a déjà commencé. J'ai payé 2 casques pour moi et pour ma femme. Nous saluons cette initiative du gouvernement et nous les exhortons à appliquer la règle à ceux qui vont rétisser. Les clients refusent de porter les casques. On ne sait pas. On dit que tout le monde doit porter les casques. J'ai proposé à plusieurs personnes depuis hier, c'est au minimum 10 personnes qui ont porté. Non, que la maladie, quand tout le monde porte les maladies, tout. Le même monsieur, celui-ci m'a dit ça non tout de suite. Monsieur, je vais vous demander de porter le casque. Il n'a pas refusé. Il ne veut pas refuser. Il n'a pas refusé. Est-ce que vous avez donné le casque? Il n'a pas donné le casque. Si le retour en force du port du casque vise à protéger les usagers sur la route, il permet aussi aux commerçants de faire la surenchère. Ça se vend à 16 000 francs, ça devient plus à 15 000. Bon, le reste là c'est à 7 000, le dernier prix à 6 000 francs. Vraiment c'est trop. Les vendeurs de casques, si l'État et le gouvernement pouvaient les approcher, ça c'est une bonne chose. Pour qu'on diminue le prix des casques. Ainsi, on peut amener le casque à au moins 3 000 francs, mais c'est possible. Il faut que j'achète. Je cherche l'argent, je vais acheter. Cette nouvelle phase de sensibilisation entamée par les forces de sécurité s'étend sur 2 semaines et après débutera la répression. La nouvelle loi portant code de la route a été promulguée en juin dernier. Elle a été renforcée par ces décrets qui rendent obligatoire le port du casque, interdisent l'usage du téléphone au volant et imposent la ceinture de sécurité. Autant de mesures qui entrent désormais en vigueur pour réduire le taux des accidents sur les routes. Près de 300 victimes pour le seul trimestre de cette année. La prudence est donc de mise sur les routes, surtout aux abords des lieux publics, les marchés ou encore les écoles. Justement, devant le lycée de Nikonakwe à Lomé, les élèves du collège international Arc-en-Ciel ont érigé des doudanes pour obliger les usagers à freiner à cet endroit. Gérard Lagoudou, Rachel Aoukou. Les accidents de la circulation sont souvent fréquents sur cette route du lycée de Nikonakwe, très empruntée par les élèves. Conscients de cette situation, les élèves du lycée international Arc-en-Ciel et ceux du lycée de Nikonakwe s'activent pour mettre en place des dodanes afin de permettre aux usagers de la route de freiner et d'éviter ainsi des accidents. Depuis que la voie est bitumée, pratiquement tous les véhicules, pour éviter
Bon, la circulation passe par ici et ne respecte même pas les limites de vitesse, oubliant qu'il y a des écoles à côté. Et il y a tellement d'accidents que nous avons dû donc demander, faire un partenariat avec l'école Arc-en-Ciel qui a bien voulu accepter et faire cette route aujourd'hui, faire le Dodan. C'est mené par des élèves, donc les difficultés c'est surtout de la logistique, mais ils ont une telle énergie que vraiment je pense qu'à travers les jeunes, la majorité des défis se font très rapidement, sont résolus très rapidement, avec leur pureté d'intention, leur énergie, leur aisance de travailler ensemble. Je pense que nous les adultes, on a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Les élèves au service de la population, c'est une manière pour eux d'apprendre les valeurs sociales et la réalisation des projets communautaires. En dehors des accidents qui se produisent, il faut dire qu'il y a la proactivité des élèves, c'est-à-dire apprendre aux élèves de rester au devant de la scène et d'être supervisés par les professeurs et tout. Donc je pense que c'est en fait l'idée qui est là. Toujours dans le sens des activités communautaires, ces élèves entreprennent aussi des recherches personnelles dans les domaines de la culture, la santé, le sport, la science au profit de la société. Le titre de mon projet, c'est Les traces de la tradition dans la modernité. C'est un documentaire qui sensibilise les jeunes sur l'importance de la tradition dans la vie de tous les jours. Parce que nous, les jeunes, on néglige souvent notre tradition. On s'intéresse plus à ce qui est nouveau. Mais à travers ce documentaire, je dis qu'il faut pas les négliger, justement. Il faut les garder, les conserver pour qu'après, on garde notre identité dans le futur. Ces élèves vont bientôt entamer également dans les quartiers une sensibilisation sur le virus Ebola. D'autres jeunes, eux, s'illustrent sur le plan politique. Il s'agit des jeunes du MSF, mouvement de soutien fort. Ils ont mené une activité d'échange au Palais des Congrès de Kara sur les enjeux de 2015. Nestor Moussou. Le 14 avril 2012 a été porté sur les fonds baptismaux à Atakpamé le parti UNIR, Union pour la République. Ce parti, né de la volonté du chef de l'État, Faure Sassou-Nguesso, est venu mettre fin à l'existence de l'ancien parti présidentiel, le RPT, Rassemblement du peuple togolais. En créant l'Union pour la République, le chef de l'État a une vision, et c'est cette vision que le MSF, Mouvement pour le soutien à Faure, a partagé à cette rencontre au Palais des Congrès de Kara avec ses leaders d'opinion. En plus de cette vision, les échanges ont porté sur les enjeux électoraux de 2015. Nous avons voulu saisir cette opportunité pour échanger avec des leaders d'opinion, pour mieux leur faire apprécier les objectifs du chef de l'État et mieux traduire cette vision du chef de l'État qui est le développement humain durable. C'est-à-dire faire en sorte que toutes les Togolaises et tous les Togolais, quelle que soit leur ethnie, leur religion, leur appartenance politique, puissent à frais réduits s'éduquer, se soigner, s'habiller, se déplacer, se loger et sans mettre en péril l'avenir des générations futures. Et pour nous, nous pensons que l'homme qu'il faut en 2015, ça doit être le chef de l'État, le président Faure. Le MSF attend de ses leaders d'opinion des actions pour vulgariser la vision du président de la République au sein des populations afin d'obtenir une large adhésion de celle-ci pour que le chef de l'État et le parti UNIR remportent des victoires éclatantes aux prochains rendez-vous électoraux. De son côté, le ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes veut renforcer les capacités des jeunes dans l'organisation des plaidoyers et gestion des mouvements associatifs. C'est pour avoir une jeunesse dynamique et dévouée au service du développement du pays. Et Soran Théotéo. Au répertoire du ministère du Développement à la base sont enregistrées 343 associations de jeunes ne dépassant pas les 35 ans. Toutes ces associations éprouvent les mêmes difficultés. Difficultés de gestion, manque de ressources et insuffisance de compétences pour une bonne réalisation des nobles objectifs qui sous-tendent leur création. La donne ne sera plus la même à l'issue de cet atelier organisé à l'initiative du ministère du Développement à la base avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population.
Vous parlez de leadership. Le leadership, c'est la capacité à amener les gens à faire ce qu'ils ont à faire de façon efficace et avec enthousiasme. Donc, pour le faire, il faut que vous-même qui êtes responsable, vous sachiez comment on parle aux gens, vous sachiez comment on organise les gens, vous sachiez comment on amène les gens à travailler pour atteindre les résultats. C'est ce que le ministère veut faire. Et donc, nous avons trouvé que c'est effectivement un bon moyen pour faire de ces associations-là des relais efficaces pour l'action gouvernementale. Et c'est en cela que nous appuyons le ministère. Nous lui donnons les moyens pour qu'il puisse justement donner à ces jeunes Togolais les capacités pour être de bons leaders, pour faire de leurs associations des organismes ou bien des organisations qui accompagnent justement le pays vers son développement et son épanouissement. Donc il y aura des modules qui seront spécifiquement destinés à ça, à la gestion d'une association ou d'une organisation œuvrant dans le monde associatif. Ensuite, ils seront également utilisés dans les jours suivants aux techniques de mobilisation de ressources, de communication, de plaidoyer et de négociation. La formation dure 3 jours et à terme, ces jeunes leaders d'associations, 50 au total, seront à même, selon le directeur de cabinet du développement à la base, de participer activement à la prise de décision et au débat constructif sur diverses questions relatives au développement du pays. La journée Le Pagne, c'est le sujet auquel on va s'intéresser maintenant. L'organisation du festival Le Pagne en fait est pour nous une occasion propice pour évoquer la mode vestimentaire chez les jeunes Togolais. Certains s'habillent à l'européenne, d'autres adoptent le pagne, d'autres encore optent pour les deux styles. Enquête, Florence Côte-Passé, Désiré Dagbovi, Ramdan, Bassina. Le pagne a fait la fierté du Togo à travers les Nana Benz du grand marché d'Adaoulato. C'est une marque d'identité culturelle, un véritable moyen de communication très prisé. Peu apprécié par les jeunes il y a encore quelques années, le pagne signe aujourd'hui son grand retour dans les habitudes vestimentaires. Un retour significatif. Il est accessible selon les bourses, offre plus de choix à travers les motifs diversifiés. Porter le pagne, c'est de valoriser notre savoir-faire local et puis aussi mettre en valeur ce que nos artisans peuvent faire et permettre aux gens de consommer la production endogène. Le pagne représente la femme africaine ou plutôt la femme togolaise. À un certain moment, on a remarqué que les jeunes, avec la mondialisation, se mettaient plus en jean, en jupe et tout ça. Mais depuis quelques années, nous avons remarqué que le pagne revient. On préfère prendre les tissus en pagne pour faire des modèles, même si c'est des modèles européens. Avant, pour acheter un pagne, il fallait être vraiment quelqu'un. Mais de nos jours, avec peut-être 5 000, on peut avoir une pièce de pagne. Promouvoir le port du pagne, surtout chez les jeunes, n'est pas une chose aisée à cause de l'influence des modèles qui viennent de l'Occident. Aux yeux des stylistes, la combinaison est possible par la création qui mélange les deux styles. Si les stylistes arrivent à proposer des modèles tendances, parce que qu'est-ce qui se passe? Maintenant c'est la télé, c'est l'internet, tout le monde veut se mettre au niveau de la mode. La personne a le choix, le privilège d'aller choisir exactement le pagne qu'il veut. Et en plus choisir le modèle qui va avec ce pagne, c'est bien cousu. La personne, le jeune va le porter avec fierté et demain il va en redemander. Proposer de nouveaux motifs et un catalogue de modèles enrichi en tenant compte des aspirations des jeunes, quels sont les défis qui s'imposent aux spécialistes de la mode pour amener les jeunes à porter le pagne? Après l'ouverture officielle hier, la foire du pagne se poursuit sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Cette deuxième journée, les tresses étaient à l'honneur. Edem Sousoupo. C'est traditionnellement reconnu. La beauté de la femme africaine rime avec ses tresses et le pagne. De différentes tresses ici montrées sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé retracent l'histoire de cet art et montrent son importance chez les femmes togolaises. On ne peut pas parler de pagne sans parler de coiffe. Si on prend une femme qui s'habille en pagne et qu'elle a une tête débraillée, ça ne ressort pas ni la beauté de la femme, ni la beauté du pagne. Donc nous avons inclus dans ce programme les tresses, d'abord pour faire ressortir les tresses anciennes, parce que c'est des valeurs que nous sommes en train de perdre. La nature des cheveux des femmes africaines permet depuis la nuit des temps de faire de jolies coiffures en variant les goûts. Les tresses longues, courtes ou rondes sont faites par les femmes en vue de mieux gérer leurs soins.
Parfois, certaines clientes voient les coiffures avant d'arriver chez nous. Donc quand elles viennent, nous voyons leur visage parce que certains ont un visage rond, ovale, un peu mince. Donc quand elles viennent, on voit leur visage et on leur propose la coiffure qui leur iront bien. On a une diversité de tresses et quand les femmes ont envie de changer de tête ou de laisser tranquille leurs cheveux un tout petit peu, les tissages sont là. Une multitude allant de l'afro au lisse. Cet art togolais est apprécié. Les tresses togolaises peuvent durer des semaines et elles sont fières, celles qui en portent sur leur tête. La délégation du service de santé des forces armées togolaises poursuit sa tournée de sensibilisation sur le virus Ebola. Ce matin, cette équipe s'est rendue dans les lacs. Elle a échangé avec les éléments des garnisons, les chefs traditionnels et les populations sur les manifestations et la prévention de cette maladie. Ramdan Bassina. La lutte préventive contre la fièvre hémorragique Ebola implique une mobilisation multisectorielle afin de lutter efficacement contre ce virus qui frappe déjà certains pays de la sous-région. C'est pour parer à cette éventualité que le service de santé des forces armées togolaises est allé au plus près des acteurs majeurs que sont les chefs traditionnels, ceux des différentes garnisons, des forces de sécurité et de défense et la population de la préfecture des lacs. Il s'agit pour ce comité de coordination de leur rappeler les symptômes, les modes de contamination et ensuite le rôle qui est le leur dans la prévention en tant que vecteur auprès des populations. La ville d'Aného se situe pratiquement sur une frontière importante, donc qui peut constituer une porte d'entrée pour le virus. Donc c'est pour ces deux raisons que nous sommes venus, pour sensibiliser les forces de sécurité, les forces de défense qui entouraient des leaders d'opinion, les responsables politiques administratifs, pour que en fait, ces personnes servent de relais. Tout ce que nous souhaitons sincèrement, c'est que tous ceux que nous avons écoutés aujourd'hui, les forces de sécurité, les collègues du service de santé, du ministère de la Santé, tous ceux qui, les responsables politiques administratifs, qu'ils puissent être nos relais auprès de leur population et qu'on le fasse sans relâche. Le gouvernement togolais, en mettant l'accent sur la communication, entend donner un signal fort quant à son engagement dans la lutte contre cette maladie, des mesures qui semblent déjà avoir écho. Au niveau de l'hôpital, nous avons pris des dispositions, notamment concernant l'isolement du malade. Donc il y a un local en retrait qui est préparé à cet effet. Au cas où nous sommes appelés pour un cas suspect, nous allons utiliser ce local. Et des kits de matériel de protection sont mis à la disposition des équipes, des gardes, des services, pour qu'au cas où on nous appelle pour des cas suspects, nous puissions utiliser ces mesures de protection avant d'aller vers la personne suspectée. Un numéro vert est mis en place par le gouvernement pour toute information ou tout signalement de cas suspects de fièvre hémorragique. Il s'agit du 111 ou du 23 21 08 92 si vous êtes dans la préfecture des lacs. Première édition de Livre en Fête. Cette activité a débuté hier. Elle se déroule au centre togolais des expositions et foires Tolomé. Plusieurs auteurs togolais y sont exposés. Le public a jusqu'au 26 avril pour s'y rendre. Maoussé Mawena, Adolphe Paka. Comme dirait un enfant, c'est juste pouvoir lire. Lire par exemple ces mots tout simples qui sont. Bonjour tout le monde. C'est parti pour une semaine de célébration de la première édition du Livre en Fête. À l'heure où les technologies de l'information et de la communication deviennent des moyens d'accès facile à l'information, le livre lui semble sombrer dans le désamour vis-à-vis de ses lecteurs. Livre en Fête, une initiative qui entend donc remonter la pente. Nous avons voulu, par le livre en fait, montrer la lutte que nous entendons mener pour la promotion de la lecture au Togo. Il sera organisé ici sur le site de la foire Togo 2000 des expositions d'œuvres littéraires, des conférences, débats et une caravane du livre. La promotion de l'éducation, de l'usage du français et de nos langues africaines passe par la lecture. Il faut redoubler d'efforts selon le ministère en charge des enseignements primaires et secondaires qui encourage également ce projet. La lecture et les connaissances livresques sont le fondement d'une meilleure formation, de l'éclosion d'une intelligentsia locale
à même de poser les bases de développement de notre pays. Il est donc nécessaire de promouvoir le livre, qui est et demeure l'un des moyens essentiels de la diffusion du savoir. Il urge de combler le déficit par des actions idoines. Tout en accompagnant la semaine du livre, le ministère chargé de la communication et de la culture est aussi en plein chantier pour la relance du secteur. Le gouvernement a mis en place un cadre qui est la politique du livre et de la lecture. Il a également mis en place un fonds d'aide à la culture qui permet au ministère chargé de ce secteur de mieux accompagner tous les acteurs, y compris donc les acteurs du livre, donc tous les artistes togolais, à travers leurs projets, à travers des initiatives que le ministère même va prendre et prend déjà. Et donc, il y a aussi les bibliothèques de lecture publique, les bibliothèques scolaires que nous essayons d'accompagner, le ministère essaie d'accompagner. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent aussi dans la mise en œuvre de cette politique, à travers les dons de livres notamment, que nous allons bientôt d'ailleurs envoyer dans les différentes bibliothèques. Cette première édition est un projet des associations Berceau d'avenir et des écrivains du Togo. Les stands sont garnis de livres littéraires, scientifiques, des livres de la littérature africaine et ceux écrits dans nos propres langues. Cette exposition va du 22 au 26 avril prochain. Et pour finir, ces images inédites, une vue aérienne de Lomé avec le décor Kofsen-Velroute. Les images parlent d'elles-mêmes, elles illustrent les changements qui s'opèrent dans la capitale grâce au développement des infrastructures. Je vous laisse apprécier. Vous suivrez à 21h30 le journal de l'économie qui sera consacré à la question de l'emploi des jeunes et la nécessité du partenariat public-privé pour rendre la croissance économique plus inclusive. Le cas du ProDéfi, programme de développement et de financement entrepreneurial qui vient de lancer ses activités au profit des jeunes. Ce sera avec Mathias Touglo. Avec plaisir, nous avons partagé ces nouvelles avec vous. Avec le même plaisir, je vous retrouve plus tard pour notre édition de nuit. Merci de votre aimable attention. Le Togo, 54 ans après l'indépendance, que retenir des infrastructures? Elles ont connu un développement assez relatif dans le temps, mais leur essor est fulgurant ces dernières années grâce à la politique des grands chantiers engagés par le gouvernement. Plus rien ne sera comme avant sur les routes, promettent les forces de sécurité. Elles entendent faire respecter le code de la route par les usagers pour éviter les accidents de la circulation. Deuxième jour du pagne en fête à Lomé. L'attraction ce mercredi, ce sont les tresses, éléments d'esthétique qui accompagnent les modèles cousus avec les pagnes pour faire de la femme africaine une femme belle.